Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans d'Ézéi. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Fort-Médoc. Et voilà, il y a un souffle, un vent d'Israël vient d'arriver. Un vent chaud. Un vent chaud d'Israël vient d'arriver à Cussac-Fort-Médoc, sur le site du 100e anniversaire des éclaireurs Israël de France. Et oui, parce que on parle d'Israël aujourd'hui avec des invités qui nous viennent tout droit d'Israël. On a Philippe Lévy avec nous, bonjour directeur Action Jeunesse. Alors moi je viens de Paris, mais accessoirement, bonjour Philippe, comment allez-vous? Israël est un deuxième home sweet home. Merci. Jean-Charles Zerbib, directeur de l'organisation sioniste mondiale aussi est avec nous. Un plaisir, Jean-Charles. C'est un plaisir extrêmement fort. J'espère qu'il est partagé. Jean-Charles Zerbib, on le présente plus et heureusement qu'on n'a pas dû faire la chronologie de tous ces postes parce que sinon on serait ce soir. On aurait fini l'émission. David Sultan, président des éclaireurs israélites d'Israël. Les Ézéi d'Israël. Tout simplement. Merci d'être avec nous. Qui sont en force aujourd'hui sur le terrain du 100e. Ron Arad. Ils ont un village qu'ils ont monté eux-mêmes. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Qui s'appelle Kfar Israël. Et voilà, Israël est très présent à ce 100e. C'est très important, je pense, pour le mouvement parce qu'il se développe et on va en parler beaucoup en Israël. C'est aussi une source de développement pour le mouvement. Il y a un attachement fort des Juifs de l'étranger vis-à-vis du mouvement et tout ça, on va l'aborder après. Et enfin, Edwige Chekroun est avec nous, également ancienne et du groupe local de Yona, membre du bureau d'association des anciens ZEI et évidemment très active en Israël. Edwige, on vous voit partout en Israël. À chaque fois que je me déplace d'un endroit à l'autre, on vous voit dans tous les salons, dans tous les colloques, dans tout, en fait partout, comme vous tous. Merci d'être avec nous. Justement aujourd'hui, on va parler d'Israël. On sait depuis plusieurs années, je m'adresse à vous, David Sultan en premier, les ZEI d'Israël campe en France. Pourquoi c'est si important finalement? Il y a quand même les Tzofim. On a quand même des scouts en Israël. Pourquoi il y avait cette importance non seulement de créer un groupe local en Israël, mais qui puisse venir camper en France? Est-ce que les valeurs sont les mêmes, sont différentes? Alors, j'ai l'honneur de parler à côté de Jean-Charles Zerbib, qui est le créateur et fondateur du groupe local Israël Ron Arad, qu'il a créé il y a plus de 20 ans, avec effectivement une ambition qui était d'emmener des jeunes Israéliens vivre l'expérience EI en France et en même temps amener un petit bout d'Israël en France et participer de ce rôle d'ambassadeur. On a au fur et à mesure des années envoyé de plus en plus de jeunes et on a ajouté aussi d'autres activités comme des mini-camps en Israël, comme des activités mensuelles et enfin comme des camps en Israël qui regroupent aujourd'hui plus de 150 enfants. Alors, vous avez dupliqué le modèle, en fait, français en Israël, puisqu'on retrouve les enfants, on retrouve l'organisation des camps, mais on retrouve aussi, de manière très active, moi je les suis sur les réseaux sociaux, les anciens qui se réunissent assez régulièrement, il y a beaucoup d'opérations. D'ailleurs, les 100 ans ont été fêtés en Israël et on a vu les photos, c'est absolument impressionnant. On avait l'impression que c'était les 100 ans des EI en France. Donc, le mouvement est très actif. Et alors, je reprends peut-être la question de David. Qu'est-ce qui différencie peut-être les EI? Qu'est-ce qui fait que les Juifs français ou qui ont un attachement à la France ont plus envie peut-être de rejoindre les EI que les Tzofim en Israël? On a un message qui est très particulier en Israël, qui est un message de pluralisme religieux, social. On regroupe aussi différents types d'âge, de sexe, ce qui se retrouve pas nécessairement dans les autres mouvements de jeunesse. Et bien entendu, ça plaît à des jeunes qui soit viennent d'arriver en Israël, soit qui sont arrivés, soit dont les parents sont arrivés en Israël, puisqu'ils retrouvent un petit sentiment d'être à la maison, où on parle à la fois l'ivrite et le français. Ils ont d'ailleurs inventé une nouvelle langue, le franc-breu, et c'est assez extraordinaire. La pratique très bien. Et il la pratique manifestement bien, oui, exactement. Jean-Charles Zerbib, on peut pas parler des EI d'Israël. En effet, vous êtes le fondateur de Israël Ron Arad. Est-ce que c'était plus la nostalgie d'anciens EI montés en Israël qui a fait finalement que de fait, vous avez dû créer ce mouvement? D'abord, shalom à tout le monde. Merci à mon prédécesseur. Je dirais les choses de prédécesseur dans la prise de parole. Il faut bien comprendre que il y avait plusieurs raisons à la fois. D'abord, il faut pas avoir peur du mot nostalgie. On est au 100e anniversaire. Vous avez ici des milliers de gens qui sont venus là parce qu'un jour ils ont eu 15 ans, 16 ans, 17 ans et qu'ils aiment ça, de se retrouver, de retrouver l'ambiance. Donc il n'y a aucun problème à regarder
dans le rétroviseur, mais à une condition, que ça serve à aller plus loin, vers l'avant, vers l'avenir. Et c'est pour ça que la présence d'enfants est importante. Donc il y avait effectivement de la nostalgie. Beaucoup d'anciens Nehi en Israël n'arrivaient pas à trouver ce même modèle où des religieux et des non-religieux vivaient ensemble, où des garçons et des filles autour du scoutisme. Et c'est pour ça qu'ils ne se retrouvaient pas dans les mouvements de jeunesse israéliens. Et je pense qu'en cela a permis la klita, l'intégration de beaucoup de familles et d'enfants qui ainsi ont pu avoir accès à l'État d'Israël d'une autre manière. À côté de cela, il faut bien le dire aussi, c'est que le mouvement en France a peut-être des fois mal à Israël et qu'il était bon que des enfants qui viennent comme ça sur les camps soient des ambassadeurs et qu'ils comprennent exactement qu'ils ont les mêmes préoccupations, les mêmes idées, les mêmes chansons et qu'il y ait du débat entre eux. Et je crois que ça aussi c'était important. Donc, et tout ça dans une ambiance qui est fondamentale, qui s'appelle l'éducation. On ne crée pas un mouvement politique, je pense qu'il y en a suffisamment en Israël, mais de créer une nouvelle proposition éducative. Et en cela, il y a en Israël peut-être une réussite plus importante sur un point, ça je tiens à le souligner, et ça a été dit évidemment, c'est la mobilisation des anciens. C'est-à-dire que plusieurs centaines d'anciens participent aux activités de l'association, ce qui fait que quand on dit que les EI c'est de 0 à 120 ans, en Israël c'est vrai. Alors Philippe Lévy, merci beaucoup Jean-Charles Zerbib. Philippe Lévy, vous êtes directeur de la jeunesse au Fonds social. On commence à bien vous connaître, hein, ça, voilà, vous êtes quelqu'un de très impliqué, puis qui est très visible maintenant au niveau des communautés. D'abord, nous on voudrait remercier, je vous le dis, c'est une petite parenthèse, le Fonds social, à titre de président de la radio, je vous remercie parce que ça fait, et je le dis, des années que vous nous soutenez à Strasbourg. La radio est soutenue par le Fonds social depuis des années, et au travers de Laurent Gradvol, hein, qui est le délégué régional, et qu'on salue absolument. Et ça fait chaud au cœur parce que vraiment sans vous on pourrait pas continuer. Donc c'est un cri du cœur. Ancien commissaire général des EI. Ancien commissaire des... Alors, à double titre, du coup, j'ai envie, Philippe Lévy, de vous demander ce que vous ressentez. Parce que c'est vraiment la seule question presque que j'ai envie de vous poser. On est ici, il y a des milliers de gens maintenant. Alors hier, on disait, avant-hier, plutôt vendredi, on disait des centaines. Là, on a des milliers de gens. On attend 8000 personnes sur le terrain. Il y a un monde absolument incroyable. On est en radio, mais on a aussi l'image. Mais en tous les cas, en radio, on le voit pas. Mais il y a énormément de monde. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'anciens, beaucoup de familles, beaucoup de gens qui se retrouvent. Comment vous vous sentez ici? Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, c'est une récompense de voir autant de jeunes et aussi de toutes les générations qui viennent sur ce momentum et qui vient dire que avec toutes les valeurs du scoutisme, du judaïsme, on peut se retrouver sur un moment de partage, de lien social, de nostalgie au sens le plus positif. Et on est ravis, nous, d'accompagner ce 100e anniversaire. On est aussi content de voir que les EI répondent à beaucoup de questions que se pose la société, sur les repères, sur les valeurs, sur le lien à l'autre, sur l'harmonie à la nature, et que globalement, c'est un mouvement qui brasse énormément de ces faits qu'on voit dans les colos où on se pose la question de savoir si c'était mieux avant, si la problématique de la diffusion des valeurs juives ou d'Israël était plus ou moins imprimée dans la psyché des animateurs ou des enfants. Là, on se rend compte de manière assez simple et assez instinctive qu'on a fait un beau boulot, que les EI ont fait un travail formidable, longitudinal, un travail de fond. Et on sent surtout ce que dit Jean-Charles, la promesse. C'est-à-dire que j'attends aussi, à l'issue de ce grand rassemblement, peut-être pas un livre blanc ou un livre vert, mais peut-être aussi une promesse, qui est de se dire à l'horizon 2030 ou 2040, qu'est-ce que vont faire les EI face aux défis contemporains de l'inclusion, de l'écologie, de la solidarité. Voilà, c'est un rassemblement qui doit aussi porter, à mon humble avis, une promesse qui est de se dire ce mouvement va agir pour les générations futures et va mécaniquement accompagner une classe d'âge. J'en ai vu des tout petits ici, et les voir grandir et se dire que dans 10 ou 15 ans, ce mouvement aura participé à la transformation sociale de la communauté juive et de la société, c'est un des challenges et je suis persuadé qu'il sera relevé. Alors, on peut remarquer, Edwige Shekroun, je m'adresse à vous, je sais pas si c'est une problématique où je pense qu'il y a énormément de ponts et de choses en commun, mais il y a un gap entre l'éducation d'un enfant israélien et l'éducation d'un juif français en France. Comment
Comment réunir tout ça et quels sont les éléments fédérateurs finalement que finalement les deux éducations se retrouvent, parce que non seulement l'éducation n'est pas la même, mais les enjeux ne sont pas les mêmes, sachant qu'en Israël on sait que l'enfant à partir de 18 ans ne s'engage pas dans tout le processus d'animation puisqu'il est engagé à l'armée en Israël pendant les 2-3 prochaines années qui suivent. Comment on combine tout ça? Alors, je vais presque dire, enfin bonjour, je vais vous dire que nos enfants israéliens ont une formidable capacité d'adaptation. Et là, je vais parler en tant que maman. Ça veut dire que nos enfants qui sont élevés en permanence dans cette double culture, cette double appartenance, trouvent leur place à la fois dans la société israélienne comme parce qu'eux ils sont scolarisés en Israël. Et également au sein des EI, puisque c'est une jolie danse entre des valeurs qui peuvent partager, des choses qu'ils apprennent, et puis ce franc-breu en fait où ils s'y retrouvent, puisque dans les maisons franco-israéliennes on vit en franc-breu. Le fait de nous aussi en tant que parents, le fait que nos enfants soient quelque part bercés par une certaine culture qu'on a eu, la culture des EI, qui passe 3 semaines en France. Voilà, je viens il y a 5 minutes de rencontrer mes filles qui ont eu la chance d'être 3 semaines sur un camp. Et elles m'ont dit bonjour maman dans un français parfait, ce qui est formidable pour des petites israéliennes. Et ça aussi, ça permet aussi de quelque part la conservation du lien avec les grands-parents, avec la famille, et ça permet d'avoir du lien dans ce sens pour ne pas être en rupture totale. David Sultan, les EI, ils ont quel âge en Israël? En fait, on a toutes les branches. On a effectivement déjà. Je parlais d'ancienneté. Depuis combien de temps le mouvement des EI en Israël? 23 ans. 23. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes au quart finalement presque de la vie des EI. C'est quoi l'état du mouvement aujourd'hui et surtout quelles sont les ambitions que vous avez pour la suite? Alors le mouvement est en croissance assez extraordinaire puisque on fait aujourd'hui, on a à peu près 250 participants à nos activités régulières, au mini-camp, au camp d'été, au camp d'été en France, en Israël, ou bien même les camps PIF qui sont déroulés cette année en Espagne et au Portugal. Donc on a vraiment tout un travail qui a été fait dans les dernières années de structuration, de professionnalisation, de regroupement sur nos valeurs éducatives, énormément de formation en partenariat notamment avec les Tsofim qui sont ici aujourd'hui avec nous, les scouts israéliens. On a une mishlachat, on a un envoi de 60 Tsofim, une délégation, merci, de 60 Tsofim qui sont avec nous. Et je crois que c'est aussi un témoignage. C'est ce qui vient de se passer, parce que David Sultan, il a quand même plus vécu en France qu'en Israël, mais il cherchait le nom français. C'est un témoignage assez extraordinaire de la coopération qu'on a avec les Tsofim, puisque on se voit très souvent, on se prête des ressources de formation, des ressources physiques, puisqu'on fait nos stages de formation dans leurs locaux, et on a aussi des échanges, puisque certains de nos enfants sont chez eux et inversement. Jusqu'où peut-on, Jean-Charles Zerbib, je m'adresse à vous, jusqu'où peut-on accompagner un enfant israélien dans tout le processus d'évolution et d'engagement des EI en France? Puisque finalement, comme on l'a dit juste avant, il y a l'armée, il y a d'autres engagements, et quel bagage il en a? Quel bénéfice peut-on tirer des quelques années? Vaste question, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a demain matin, mais je dirais la chose suivante. Premièrement, il faut bien comprendre que nous, dans la situation du groupe local, je pensais que j'allais parler plus d'Israël, mais on fait parler des EI d'Israël, donc tout va bien. Il faut bien comprendre que c'est une population bien spécifique et un groupe privilégié, parce qu'ils sont dans des familles d'origine française ou francophone, qu'ils ont une connaissance parce qu'ils ont gardé de la famille. Mais je pense qu'il y a un grand défi pour les enfants israéliens aujourd'hui. C'est de connaître la diaspora. Les enfants israéliens ne connaissent pas le peuple juif. Malheureusement, et on s'en aperçoit tous les jours, il y a quelques années, au début des années 80, la compréhension pour un enfant israélien moyen de ce qu'était le peuple juif en dehors d'Israël, qui était considéré comme des traîtres puisqu'ils n'avaient pas fait leur alia, donc était plutôt, et je m'excuse, de les amener en Pologne, de leur montrer les tonnes de cendres qu'il y avait à Majdanek en disant, voyez ce que c'est la diaspora, c'est ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a eu un peu plus d'intelligence et d'éducation et de compréhension, mais ce dont les enfants israéliens, ce dont la société israélienne a besoin, c'est de racines. Or, les racines du peuple juif, quelle que soit son histoire, ont toujours été. Le peuple juif est né en diaspora. Le peuple juif, mais en ayant une direction très claire, en devant s'installer, c'était la paracha d'hier, en allant s'installer sur sa terre.
Mais en même temps, n'oublier de se relier à l'histoire et à ses racines est une erreur fondamentale. Nous ne sommes pas venus d'une autre planète, nous venons de différentes diasporotes, de différentes origines, et il est très important que chacun d'entre nous, puisque je suis ici à Strasbourg, un petit peu à travers cette radio, si on ne connaît pas l'histoire du judaïsme alsacien, on passe à côté d'une très très belle histoire. Si on ne connaît pas l'histoire de ce qui s'est passé dans tous les pays, puisqu'il y a des juifs qui viennent de partout dans le monde. Et donc je pense que c'est ça qui est important. Et à travers ce groupe local, à la fois on explique le passé et on donne une fierté aux enfants dans la vie qu'ils mènent aujourd'hui en Israël, et par les temps qu'il y a aujourd'hui en Israël, et qui sont des temps difficiles. Ceux qui diront le contraire ne vivent pas en Israël. Les temps sont difficiles, mais c'est justement dans ce moment-là que le peuple juif doit être uni. Et c'est notre mission la plus importante. Alors justement, on va vous garder encore quelques instants. Comment, vous avez dit on a beaucoup parlé d'Ésaïe, pas beaucoup d'Israël. Alors on va parler d'Israël. Comment se passent aujourd'hui les mouvements d'Alia de la France vers Israël? Est-ce que ça continue? Le climat politique, est-ce que ça a un petit peu durci les choses? C'est vrai que on est un petit peu inquiet vu de France. On a le sentiment que la communauté en Israël se fracture un peu. Du coup, ça peut, voilà, il y a un petit peu d'incertitude. Comment l'Alia se positionne par rapport à ça? Alors, il y a deux questions dans votre question, avec votre permission. La première question est la question de la société israélienne aujourd'hui. Je pense que nous arrivons à un moment de vérité, c'est-à-dire où les vraies questions sont sur la table. Et je pense que cela a commencé avec l'histoire du sionisme. Vous savez que notre organisation, l'Organisation sioniste mondiale, a été créée par un monsieur qui s'appelle Binyamin Ze'ev dit Theodor Herzl, et qu'il a écrit un livre qui est la base de tout le sionisme. Il l'a écrit en allemand. Les Strasbourgeois doivent comprendre ce que c'est die Judenstaat, qui voulait dire l'État des Juifs. Ce livre a été traduit en français par l'État juif. Aujourd'hui, la question qui se pose en Israël est la suivante. Est-ce qu'on est dans l'État des Juifs ou dans un État juif? Et je pense que cette question, on n'a pas le temps d'en débattre aujourd'hui, est la question fondamentale de la société israélienne. Alors, comme nous sommes des Méditerranéens, c'est un peu chaud, ça s'exprime très fort, mais regardez bien les manifestations, c'est extraordinaire. Des deux côtés, on agite le même drapeau, et des deux côtés, on crie démocratie. Prenez un Martien, amenez-le à Tel Aviv, à Jérusalem, demandez-lui un commentaire pour sa radio à lui sur Mars, et vous dire je comprends rien, tout le monde crie et porte le même drapeau. Pas d'accord, mais et donc il faut absolument comprendre cette complexité-là. Les choses sont difficiles, je prends ça un petit peu avec le sourire, mais les choses sont difficiles parce que nous ne sommes pas à l'abri d'un incident malheureux qui peut arriver ici ou là et qui pourrait amener de grandes catastrophes sur le peuple d'Israël. Nous sortons du jeûne et de la période de Tisha B'Av. Tisha B'Av, d'après tous nos commentateurs, c'est nous qui avons fait en sorte, nous les Juifs, qui avons fait que le temple a été détruit. Donc faisons attention de ne pas détruire le troisième temple que représente l'État d'Israël d'aujourd'hui. La deuxième chose, par rapport à, je dirais, à la question de l'éducation, encore une fois, je pense que Israël est vraiment un État jeune. Je dis pas pour me défausser. 75 ans, c'est très très jeune pour un État, que nous avons encore beaucoup à faire et à apprendre. Et c'est pour cela que la Alia vit un moment très difficile. Mais la Alia avait baissé avant le début des manifestations actuelles. Pourquoi? Parce que le principal moteur de la Alia s'appelle l'économie, et que malheureusement, l'économie israélienne était florissante, alors que l'euro, malheureusement, vit très mal. Vous savez qu'aujourd'hui, un enseignant dans une école primaire en Israël a un salaire plus élevé qu'en France. Donc il faut se confronter. Beaucoup de gens ont peur de vivre, de ne pas arriver à vivre et de ne pas terminer les fins de mois. Comme disait notre maître à tous Coluche, la fin de mois ne doit pas démarrer le 10 du mois. On en est dans cette situation-là, et même les gens qui ont une petite retraite n'y arrivent pas. Donc il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de l'ordre économique. L'Alia est dans un creux, mais l'Alia, on sait cela va redémarrer avec l'aide des médias français. Et je précise que l'Alia, c'est pas, je veux dire, la résultante. Il y a du sionisme vibrant
tout au long de l'année dans les mouvements de jeunesse, sans que l'ALIA soit forcément la convergence. Nous, on travaille beaucoup avec les mouvements de jeunesse. D'abord, c'est un marqueur identitaire très important. Israël, ils ont de la famille. Il faut travailler sur l'hébreu. On a beaucoup de monde à Yom Ha'atzmaut. On a fait les 75 ans au Trocadéro. Il y avait énormément de jeunes qui ont défilé. Il faut effectivement accepter la nuance. On a des jeunes conscientisés qui disent, moi, je prends mes distances avec le gouvernement, mais Israël fait partie intégrante de mon éducation juive, formelle ou informelle. Et nous, éducateurs, avons à se repositionner aussi. Alors je parlais de nouvelle Asbara à mon camarade Jean-Charles qui ne comprenait pas tellement l'expression, mais qui m'a été un jour apporté par des mouvements de jeunesse qui ont dit on va pas subir un agenda gouvernemental israélien qui d'ailleurs peut être plus ou moins le même d'une décennie à une autre. On veut être acteur aussi de cette Asbara, de cette diplomatie positive d'Israël et exprimer aussi à travers nos nuances un attachement qui est de toute façon irrésolu, irréversible. Donc on a quand même la chance avec notre jeunesse française d'avoir une jeunesse très attachée à Israël. Il ne faut pas perdre de vue que ça peut être précaire, on peut être sur un fil. Quand je vois les Yom Ha'atzmaut qu'on organise et que je sens que Herzl se dissout ou qu'on connaît moins Agnon ou Jabotinsky, on en remet une couche. Parce qu'il y a une approche fondamentale aussi sur les textes des pères fondateurs, mais à la limite c'est presque le pari de l'éducation, c'est d'avoir sur une classe d'âge à remettre l'ouvrage sur le métier. Mais voilà, ce n'est pas gagné. On a un super terreau, un super réservoir, mais il faut absolument que toutes les institutions continuent à travailler le sionisme dans toutes ses facettes. Oui, Edwige. Non, je vais vous dire que quand on a des réseaux aussi extraordinaires que le réseau d'anciens EI sur lequel on travaille et qui est en fait une source d'accueil pour les nouveaux immigrants, parce que ça fait plusieurs années que je travaille sur ce sujet de l'intégration des nouveaux immigrants en Israël. On a des gens qui sont à travers l'Israël du nord au sud, de religieux à moins religieux, de jeunes à moins jeunes, etc. Et on organise un formidable réseau d'accueil et d'entraide qui est en fait la suite logique d'un parcours EI pour ceux qui font le choix de venir vivre en Israël. Ouais. Parfait. Qu'est-ce qu'on souhaite pour finir cette émission? Qu'est-ce qu'on souhaite aux EI, que ce soit pour les 100 prochaines années? Pour les 100 prochaines années. Ce matin, je discutais avec Joe Toledano, qui m'a dit une très belle chose, qui m'a vraiment touché, qui m'a dit... Président de l'Alliance. Il me disait que les EI en Israël avaient un message d'unité, qui pourrait être bénéfique à la fois pour les EI, mais aussi pour le pays. Donc je nous souhaite d'apporter au pays ce message de pluralisme, d'unité, et d'arriver à faire peut-être aussi bien, voire mieux que ce que je vois aujourd'hui ici. Jean-Charles? Eh bien, disons que je pourrais faire simple en disant que le 110e anniversaire ait lieu en Israël. Ça serait déjà une première étape, d'amener tout ce monde-là dans le Negev. Et il ferait un peu chaud, mais plus sérieusement, je pense que, comme je l'ai dit, il faut que le dialogue des deux côtés de la Méditerranée continue, soit de plus en plus fort et de plus en plus sincère, mais en même temps avec un ton le plus calme possible. Si nous arrivons à créer cette relation-là, alors je suis sûr, pas que le Mashiach va arriver, mais qu'il va venir avec toute sa famille et ses copains. Philippe? Je dirais pas mieux, hardout, unité et pluralisme, c'est une des grandes forces des EI, de pouvoir rassembler autant de chapelles et tout le monde s'entend, et au-delà même du minimum commun, et cette écoute, elle est juste en ce moment, partout dans le monde, nécessaire. Moi, je souhaite qu'on puisse utiliser le mot yachad, puisqu'on va d'être ensemble. Ça veut dire que chacun conserve sa diversité et qu'on soit sur de l'unité, beyachad, que ce soit en France ou en Israël, ou alors dans des voyages à travers les deux pays et peut-être une compagnie d'aviation pour les EI. On espère, en tout cas. Merci à vous d'être venus, d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Et les Tzomet continuent avec Radio Judaïque à Strasbourg, partenaire du 100e des EI. Merci à vous. Très bonne journée. Profitez bien. Merci beaucoup. Merci, super. Radio Judaïque à Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïcastrasbourg.fr.